Rien ne survint chez les Roland pendant une semaine ou deux. Le père pêchait, Jean s'installait, aidé de sa mère. Pierre, très sombre, ne paraissait plus qu'aux heures des repas. Son père lui ayant demandé un soir « Pourquoi diable nous fais-tu une figure d'enterrement ?»« Ça n'est pas d'aujourd'hui que je le remarque. » Le docteur répondit « C'est que je sens terriblement le poids de la vie. » Le bonhomme n'y comprit rien et d'un air désolé « Vraiment, c'est trop fort. Depuis que nous avons eu le bonheur de cet héritage, tout le monde semble malheureux. C'est comme s'il nous était arrivé un accident, comme si nous pleurions quelqu'un. » « Je pleure quelqu'un, en effet, » dit Pierre. « Toi, qui donc ? » ?»« Oh, quelqu'un que tu n'as pas connu et que j'aimerais trop. Et que j'aimais trop. » Roland s'imagina qu'il s'agissait d'une amourette, d'une personne légère courtisée par son fils, et il demanda « Une femme, sans doute ?»« Oui, une femme. Morte ? Non, sépie perdue. » Ah, bien qu'il s'étonna de cette confidence imprévue, faite devant sa femme et du ton bizarre de son fils, le vieux n'insista point car il estimait que ces choses-là ne regardent pas les tiers. Madame Roland semblait n'avoir point entendu. Elle paraissait malade, étant très pâle. Plusieurs fois déjà son mari, surpris de la voir s'asseoir, comme si elle tombait sur son siège, de l'entendre souffler comme si elle ne pouvait plus respirer, lui avait dit « Vraiment, Louis, tu as mauvaise mine, tu te fatigues trop sans doute à installer Jean. Repose-toi un peu. Sacristi, il n'est pas pressé, le gaillard, puisqu'il est riche. » Il remuait la tête sans répondre. Sa pâleur ce jour-là devint si grande que Roland de nouveau la remarqua. « Allons, dit-il, ça ne va pas du tout. Ma pauvre vieille, il faut te soigner. » Puis, se tournant vers son fils, « Tu le vois bien, toi qu'elle est souffrante, ta mère, l'as-tu examinée au moins ?» Pierre répondit, « Non, je ne m'étais pas aperçu qu'elle eût quelque chose. » Alors Roland se fâcha. « Mais ça crève les yeux. Nom d'un chien. À quoi ça te sert-il d'être docteur alors, si tu ne t'aperçois même pas que ta mère est indisposée? Mais regarde-la, tiens, regarde-la. Non, vrai, on pourrait crever. Ce médecin-là ne s'en douterait pas. » Madame Roland s'était mise à halter, si blême que son mari s'écria. « Mais elle va se trouver mal. » « Non, non, ce n'est rien, ça va passer, ce n'est rien. » Pierre s'était approché et la regardant fixement. « Voyons, qu'est-ce que tu as ?» dit-il. Elle répétait d'une voix basse, précipitée. « Mais rien, rien, je t'assure, rien. » Roland était parti chercher du vinaigre. Il rentra, étendant la bouteille à son fils. « Tiens, mais soulage-la donc. Toi, as-tu tâté son cœur au moins ?» Quand Pierre se penchait pour prendre son pouls, elle retira sa main d'un mouvement si brusque qu'elle heurta une chaise voisine. « Allons, dit-il d'une voix froide, laisse-toi soigner puisque tu es malade. » Alors, il souleva et lui tendit son bras. Elle avait la peau brûlante, les battements du sang tumultueux et saccadés. Il murmura. En effet, c'est assez sérieux. Il faudra prendre des calmants. Je vais te faire une ordonnance. Et comme il écrivait, courbé sur son pied, un bruit léger de soupirs, pressé de suffocation, de soufflets courts et retenus le fit se retourner soudain. Elle pleurait les deux mains sur la face. Roland, éperdu, demandait « Louise, Louise, qu'est-ce que tu as? Mais qu'est-ce que tu as donc ?» Elle ne répondait pas, elle semblait déchirée par un chagrin horrible et profond. Son mari voulut prendre ses mains et les ôter de son visage. Elle résista, répétant « Non, non, non. » Il se tourna vers son fils. « Mais qu'est-ce qu'elle a? Je ne l'ai jamais vue ainsi. »« Ce n'est rien, » dit Pierre, « une petite crise de nerfs. » Et il lui semblait que son cœur à lui se soulageait à la voir ainsi torturée, que ses douleurs allégeaient son ressentiment, diminuaient la dette d'opprobre de sa mère. Il la contemplait comme un juge satisfait de sa besogne.
Mais soudain, elle se leva, se jeta vers la porte, d'un élan si brusque qu'on ne put ni le prévoir ni l'arrêter. Et elle courut s'enfermer dans sa chambre. Roland et le docteur demeurèrent face à face. « Est-ce que tu comprends quelque chose ?» dit l'un. « Oui, répondit l'autre. Cela vient d'un simple petit malaise nerveux qui se déclare souvent à l'âge de maman. Il est probable qu'elle aura encore beaucoup de crises comme celle-là. » Elle en eut d'autres son effet. Presque chaque jour, et que Pierre semblait provoqué d'une parole, comme s'il avait eu le secret de son mal étrange et inconnu. Il guettait sur sa figure les intermittences de repos, et avec des ruses de tortionnaire, réveillait par un seul mot la douleur un instant calmée. Et il souffrait autant qu'elle. Lui, il souffrait affreusement de ne plus l'aimer, de ne plus la respecter et de la torturer. Quand il avait bien arrivé la plaie saignante ouverte par lui dans ce cœur de femme et de mère, quand il sentait combien elle était misérable et désespérée, il s'en allait seul par la vie, si ennuyé par les remords, si meurtri par la pitié, si désolé de l'avoir ainsi broyé sous son mépris de fils, qu'il avait envie de se jeter à la mer, de se noyer pour en finir. Oh, comme il aurait voulu pardonner maintenant, mais il ne le pouvait point, étant incapable d'oublier, si seulement il avait pu ne pas la faire souffrir. Mais il ne le pouvait pas non plus, souffrant toujours lui-même. Il rentrait aux heures des repas, plein de résolutions attendries. Puis, dès qu'il l'apercevait, dès qu'il voyait son œil, autrefois si droit et si franc, et fuyant à présent, craintif et perdu, il frappait malgré lui, ne pouvant garder la phrase perfide qui lui montait aux lèvres. L'infâme secret, connu de seuls les guillonnait contre elle, c'était un venin qu'il portait à présent dans les veines et qui lui donnait des envies de mordre à la façon d'un chien enragé. Rien ne le gênait plus pour la déchirer sans cesse, car Jean habitait maintenant presque tout à fait son nouvel appartement, et il revenait seulement pour dîner et pour coucher, chaque soir dans sa famille. Il s'apercevait souvent des amertumes et des violences de son frère, qu'il attribuait à la jalousie. Il se promettait bien de le remettre à sa place et de lui donner une leçon un jour ou l'autre, car la vie de famille devenait fort pénible à la suite de ces scènes continuelles. Mais comme il vivait à part maintenant, il souffrait moins de ces brutalités, et son amour de la tranquillité le poussait à la patience. La fortune, d'ailleurs, l'avait grisé, et sa pensée ne s'arrêtait plus guère qu'aux choses ayant pour lui un intérêt direct. Il arrivait l'esprit plein de petits soucis nouveaux, préoccupé de la coupe d'une jaquette, de la forme d'un chapeau de feutre, de la grandeur convenable pour les cartes de visite, et il parlait avec persistance de tous les détails de sa maison, de planches posées dans le placard de sa chambre pour serrer le linge, de porte-manteaux installés dans les vestibules, de sonneries électriques disposées pour prévenir toute pénétration clandestine dans le logis. Il avait été décidé qu'à l'occasion de son installation, on ferait une partie de campagne à Saint-Jouin et qu'on reviendrait prendre le thé chez lui. Après dîner, Roland voulait aller par mer, mais la distance et l'incertitude où l'on était arrivé par cette voie, si le vent contraire soufflait, fit repousser son avis, et un brick fut loué pour cette excursion. On partit vers 10 heures afin d'arriver pour le déjeuner. La grande route poudreuse se déployait à travers la campagne normande, que les ondulations des plaines et les fermes entourées d'arbres font ressembler à un parc sans fin. Dans la voiture emportée au trottoir de 2 gros chevaux, la famille Roland, Madame Rosémilie et le capitaine Beausire se taisaient, assourdis par le bruit des roues. On fermait les yeux dans un nuage de poussière. C'était l'époque des récoltes mûres, à côté des trèfles d'un vert sombre et des pâteraves d'un vert cru. Les blés jaunes éclairaient
la campagne d'une lueur dorée et blonde. Ils semblaient avoir vu la lumière du soleil tomber sur eux. On commençait à maisonner par place. Et dans les champs attaqués par les faux, on voyait les hommes se balancer en promenant au ras du sol leurs grandes lames en forme d'ail. Après 2 heures de marche, le brick prit un chemin à gauche, passe après d'un moulin à vent qui tournait, mélancolique, épave grise à moitié pourrie et condamnée. Dernier survivant, des vieux moulins, puis il entra dans une jolie cour et s'arrêta devant une maison coquette, auberge célèbre dans le pays. La patronne qu'on appelle la belle Alphonsine s'en vint souriante sur sa porte et tendit la main aux 2 dames qui hésitaient devant le marchepied trop haut. Souriant au bord de l'herbage ombragé de pommiers, des étrangers déjeunaient déjà, des Parisiens venus d'Étretat. Et on entendait dans l'intérieur de la maison des voix, des rires et des bruits de vaisselle. On dut manger dans une chambre, toutes les salles étant pleines. Soudain, Roland aperçut contre la muraille des fillets à salicoque. « Ah, ah !» cria-t-il. « On pêche du bouquet ici ?» « Oui, » répondit Beausire. « C'est même l'endroit où on en prend le plus de toute la côte. » Bigre, si nous y allions après déjeuner. Il se trouvait justement que la marée était basse à 3 heures et on décida que tout le monde passerait l'après-midi dans les rochers à chercher des salicoques. On mangea peu pour éviter l'afflux de son à tête quand on aurait les pieds dans l'eau. On voulait d'ailleurs se réserver pour le dîner, qui fut commandé magnifique et qui devait être près des 6 heures quand on rentrerait. Roland ne se tenait pas d'impatience. Il voulait acheter les engins spéciaux employés pour cette pêche et qui ressemblent beaucoup à ceux dont on se sert pour attraper des papillons dans les prairies. On les nomme l'année. Ce sont de petits poches en filet attachés sur un cercle de bois, au bout d'un long bâton. Alphonsine, souriant toujours, les lui prêta, puis elle aida les 2 femmes à faire une toilette improvisée pour ne point mouiller leurs robes. Elle offrit des jupes de gros bas, de laine et des espadrilles. Les hommes ôtèrent leurs chaussettes et achetèrent chez le cordonnier du lieu des savates et des sabots. Puis, on se mit en route, le lanet sur l'épaule et la haute sur le dos. Madame Rosémilie, dans ce costume, était tout à fait gentille, d'une gentillesse imprévue, paysanne et hardie. La jupe prêtée par Alphonsine, coquettement relevée et fermée par un point de couture, afin de pouvoir courir et sauter sans peur dans les roches, montrait la cheville et le bas du mollet. Une ferme mollet de petite femme souple et forte. La taille était libre pour laisser au mouvement leur aisance. Et elle avait trouvé, pour se couvrir la tête, un immense chapeau de jardinier en paille jaune, au bord démesuré, à une branche de tamari, tenant un côté retroussé. Donnait un air mousquetaire et crâne. Jean, depuis son héritage, se demandait tous les jours s'il l'épouserait ou non. Chaque fois qu'il la revoyait, il se sentait décidé à en faire sa femme. Puis, dès qu'il se trouvait seul, il songeait qu'en attendant, on a le temps de réfléchir. Elle était moins riche que lui maintenant, car elle ne possédait qu'une 12 000 francs de revenus. Mais en biens-fonds, en femmes et en terrain dans le Havre, sur les bassins, et cela plus tard pouvait valoir une grosse somme. La fortune était donc à peu près équivalente, et la jeune veuve assurément lui plaisait beaucoup. En la regardant marcher devant lui ce jour-là, il pensait « Allons, il faut que je me décide. Certes, je ne trouverai pas mieux. » Ils survirent un petit vallon en pente descendant du village vers la falaise, et la falaise au bout de ce vallon, dominant la mer de 80 mètres, dont l'encadrement des côtes vertes, s'abaissant à droite et à gauche un grand triangle d'eau d'un bleu d'argent sous le soleil, apparaissait au loin une voile à peine visible, avait l'air d'un insecte là-bas. Le ciel plein de lumière se mêlait tellement à l'eau qu'on ne distinguait point du tout où finissait l'un
et où commençait l'autre. Et les deux femmes qui précédaient les trois hommes dessinaient sur cet horizon clair leur taille serrée dans leur corsage. Jean, l'œil allumé, regardait fuir devant lui la cheville mince, la jambe fine, la hanche souple et le grand chapeau provoquant de Madame Rosémilie. Et cette fuite activait son désir, le poussait aux résolutions décisives que prennent brusquement les hésitants et les timides, l'air tiède ou se mêler à l'odeur des côtes, des agents, des trèfles et des herbes. La senteur marine des roches découvertes l'animait encore en le grisant doucement, et il se décidait un peu plus à chaque pas, à chaque seconde, à chaque regard jeté sur la silhouette alerte de la jeune femme. Il se décidait à ne plus hésiter, à lui dire qu'il l'aimait et qu'il désirait l'épouser. La pêche lui servirait, facilitant leur tête-à-tête. Et ce serait en outre un joli cadre, un joli endroit pour parler d'amour, des pieds dans un bassin d'eau limpide, en regardant fuir sous les varechs les longues barbes des crevettes. Quand ils arrivèrent au bout du vallon, au bord de l'abîme, ils aperçurent un petit sentier qui descendait le long de la falaise, et sous eux, entre la mer et le pied de la montagne, à mi-côte à peu près, un surprenant chahut de rochers énormes, écroulés, renversés, entassés les uns sur les autres dans une espèce de plaine herbeuse et mouvementée qui courait à perte de vue vers le sud, formée par les éboulements anciens. Sur cette longue bande de broussailles, et le gazon secoué, huandi par des sursauts de volcans, les retombées semblaient les ruines d'une grande cité disparue qui regardait autrefois l'océan, dominée elle-même par la muraille blanche et sans fin de la falaise. « Ça c'est beau !» dit-on s'arrêtant Madame Rosémilie. Jean l'avait rejointe et le cœur ému lui offrait la main pour descendre les trois escaliers taillés dans la roche. Ils partirent en avant tandis que Beausire, se radissant sur ses courtes jambes, tendait son bras replié à Madame Roland, étourdie par le vide. Roland et Pierre venaient les derniers, et le docteur dut traîner son père, tellement troublé par le vertige qu'il se laissait glisser, de marche en marche sur son derrière. Les jeunes gens, qui dévaillaient en tête, allaient vite, et soudain ils l'aperçurent à côté d'un banc de bois qui marquait un repos vers le milieu de la valeuse, un filet d'eau clair jaillissant d'un petit trou de la falaise. Il se répandait d'abord en un bassin grand comme une cuvette qu'il s'était creusé lui-même, puis, tombant en casade, haute de 2 pieds à peine, il s'enfouillait à travers le sentier, où avait poussé un tapis de cresson. Puis, disparaissait dans les ronces et les herbes, à travers la peine soulevée, où s'entassaient les éboulements. « Oh, que j'ai soif !» s'écria Madame Rosémilie. « Mais comment boire ?» Elle essayait de recueillir dans le fond de sa main l'eau qui lui fuyait à travers les doigts. Jean eut une idée, mit une pierre dans le chemin, et elle s'agenouilla dessus afin de puiser à la source même avec ses lèvres qui se trouvaient ainsi à la même hauteur. Quand elle releva sa tête, couverte de gouttelettes brillantes semées par milliers sur la peau, sur le cheveu, sur les cils, sur le corsage, Jean penché vers elle murmura « Comme vous êtes jolie !» Elle répondit sur le ton qu'on prend pour gronder un enfant. « Voulez-vous bien vous taire ?» C'étaient les premières paroles un peu galantes qu'il échangeait. « Allons !» dit Jean fort troublé. « Savons-nous avant qu'on nous rejoigne ?» Il apercevait en effet tout près d'eux maintenant le dos du capitaine Beausire qui descendait à reculons afin de soutenir par les deux mains Madame Roland, et plus haut, plus loin, Roland se laissait toujours glisser, calé sur son fond de culotte en se traînant sur les pieds et sur les coudes avec une allure de tortue, tandis que Pierre le précédait en surveillant ses mouvements. Le sentier moins escarpé devenait une sorte de chemin en pente
contournant les blocs énormes tombés autrefois de la montagne. Madame Rosémilie et Jean se mirent à courir et furent bientôt sur le calais. Ils le traversèrent pour gagner les roches. Elles s'entendaient une longue et plate surface couverte d'herbes marines et où brillaient d'innombrables flaques d'eau. La mer basse était là-bas, très loin, derrière cette plaine gluante de varech d'un vert luisant et noir. Jean revela son pantalon jusqu'au-dessus, du mollet et ses manches jusqu'au coude, afin de se mouiller sans crainte, puis il dit « En avant !» Et il sauta avec résolution dans la première mare rencontrée. Puis, prudente bien que décidée aussi à entrer dans l'eau tout à l'heure, la jeune femme tournait autour de l'étroit bassin, à pas craintif, car il glissait sur les plantes visqueuses. « Voyez-vous quelque chose ?» disait-elle. « Oui, je vois votre visage qui se reflète dans l'eau. Si vous ne voyez que cela, vous n'aurez pas une fameuse pêche. » Il murmura d'une voix tendre. « Oh, de toutes les pêches, c'est encore celle que je préférais faire. » Elle riait. « Essayez donc, vous allez voir comme il passera à travers votre fillet. Pourtant, si vous vouliez. Je veux vous voir prendre des salicoques et rien de plus pour le moment. Vous êtes méchante. Allons plus loin, il n'y a rien ici. » Et ils lui offrirent la main pour marcher sur les rochers gras. Elle s'appuyait un peu craintive, et lui tout à coup se sentait envahi par l'amour, soulevé de désir, affamé d'elle, comme si le mal qui germait en lui avait attendu ce jour-là pour éclore. Ils arrivèrent bientôt auprès d'une crevasse plus profonde, où flottait sous l'eau, frémissante et coulant vers la mer lointaine par une fissure invisible, des herbes longues, fines, bizarrement colorées, des chevelures roses et vertes qui semblaient nager. Madame Rosémilie s'écria. « Tenez, tenez, j'en vois une grosse là-bas. » Il aperçut à son tour et descendit dans le trou résolument, bien qu'il se mouillât jusqu'à la ceinture. Mais la bête, remuant ses longues moustaches, reculait doucement devant le filet. Jean la poussait vers les varechs, sûr de les prendre. Quand elle se sentit bloquée, elle glissa d'un brusque élan par-dessus le lanet, traversa la mare et disparut. La jeune femme qui regardait toute palpitante cette chasse ne put retenir ce cri. Oh, maladroit! Il fut vexé et d'un mouvement irréfléchi traîna son filet dans un fond plein d'herbe. En le ramenant à la surface de l'eau, il vit dedans 3 grosses salicoques transparentes, cueillies à l'aveuglette dans leur cachette invisible. Il les présenta, triomphant à Madame Rosémilie, qui n'osait point les prendre, par peur de la pointe aiguë, et dentelées dans leur tête fine et armée. Elle s'y décida pourtant, et pinçant entre 2 doigts le bout effilé de leur barbe, elle les mit l'une après l'autre dans sa hotte avec un peu de varech qui les conservait vivantes, puis, ayant trouvé une flaque d'eau moins creuse, elle y entra à pas hésitants, un peu suffoquée par le froid qui lui saisissait les pieds, et elle se mit à pêcher elle-même. Elle était adroite et rusée, ayant la main souple et le flair de chassure qu'il fallait. Presque à chaque coup, elle ramenait des bêtes trompées et surprises par la lenteur ingénieuse de sa poursuite. Jean maintenant ne trouvait rien, mais il la suivait pas à pas, la frôlait, se penchait sur elle, simulait un grand désespoir de sa maladresse, voulait apprendre. « Oh, montrez-moi, disait-il, montrez-moi. » Puis, comme leurs 2 visages se reflétaient, l'un contre l'autre, dans l'eau si claire dont les plantes noires du fond faisaient une glace limpide. Jean souriait à ses têtes voisines qui le regardaient d'en bas, et parfois du bout des doigts, lui jetait un baiser qui semblait tomber dessus. « Ah, que vous êtes teigneux !» disait la jeune femme. « Mon cher, il ne faut jamais faire 2 choses à la fois. » Il répondit. « Je n'en fais qu'une, je vous aime. » Elle se redressa, et d'un ton sérieux. « Voyons, qu'est-ce qui vous prend depuis 10 minutes? Avez-vous perdu la tête? »
Non, je n'ai pas perdu la tête. Je vous aime et j'ose enfin vous le dire. Ils étaient debout maintenant dans la mare salée qui les mouillait jusqu'au mollet, et les mains ruisselantes appuyées sur leurs filets. Ils se regardaient au fond des yeux. Il reprit d'un ton plaisant et contrarié. Que vous êtes mal avisé de me parler de ça en ce moment. Ne pouviez-vous attendre un autre jour et ne pas me gâter ma pêche? Il murmura. Pardon, mais je ne pouvais plus me taire. Je vous aime depuis longtemps. Aujourd'hui, vous m'avez grisé à me faire perdre la raison. Alors, tout à coup, il sembla en prendre son parti, se résigner à parler d'affaires et à renoncer au plaisir. Essayons-nous sur ce rocher, dit-elle. Nous pourrons causer tranquillement. Ils grimpèrent sur un roc un peu haut, et lorsqu'ils furent installés côte à côte, les pieds pendant en plein soleil, elle reprit. Mon cher ami, vous n'êtes plus un enfant et je ne suis pas une jeune fille. Nous savons fort bien l'un et l'autre de quoi il s'agit, et nous pouvons peser toutes les conséquences de nos actes. Si vous vous décidez aujourd'hui à me déclarer votre amour, je suppose naturellement que vous désirez m'épouser. Il ne s'attendait guère à cet exposé net de la situation et il répondit niaisement. Mais oui. En avez-vous parlé à votre père et à votre mère? Non, je voulais savoir si vous m'accepteriez. Elle lui tendit sa main encore mouillée, et comme ils y mettent la sienne avec élan, moi je veux bien, dit-elle. Je vous crois bon et loyal, mais n'oubliez point que je ne voudrais pas déplaire à vos parents. Oh, pensez-vous que ma mère n'a rien prévu et qu'elle vous aimerait comme elle vous aime si elle ne désirait pas un mariage entre nous? C'est vrai, je suis un peu troublée. Il se tura, et il s'étonnait lui, au contraire, qu'il fût si peu troublé, si raisonnable. Il s'attendait à des gentillesses galantes, à des refus qui disent oui, à toute une coquette comédie d'amour mêlée à la pêche dans le clapotement de l'eau. Et c'était fini, ils se sentaient liés, mariés en 20 paroles. Ils n'avaient plus rien à se dire puisqu'ils étaient d'accord et ils demeuraient maintenant un peu embrassés, tous deux, de ce qui s'était passé si vite entre eux, un peu confus même, n'osant plus parler, n'osant plus pêcher, ne sachant que faire. La voix de Roland les sauva. Par ici, les enfants, venez voir, Beausire, il vit de la mer, ce gaillard-là. Le capitaine, en effet, faisait une pêche merveilleuse, mouillé jusqu'aux rênes. Il allait de mare en mare, reconnaissant d'un seul coup d'œil les meilleures places, et fouillant d'un mouvement lent et sûr de son lanet toutes les cavités cachées sous les varèches. Les belles salicoques transparentes d'un blanc gris frétillaient au fond de sa main quand il les prenait d'un geste sec pour les jeter dans sa hotte. Madame Rosémilie, surprise, ravie, ne le quitta plus, l'imitant de son mieux, oubliant presque sa promesse et Jean qui suivait rêveur, pour se donner tout entière à cette jolie enfantine de ramasser des bêtes sous les herbes flottantes. Roland s'écria tout à coup. Tiens, Madame Roland qui nous rejoint. Elle était restée d'abord seule avec Pierre sur la plage, car ils n'avaient envie, ni l'un ni l'autre, de s'amuser à courir dans les roches et à barboter dans les flaques, et pourtant, ils hésitaient à demeurer ensemble. Elle avait peur de lui, et son fils avait peur d'elle et de lui-même, peur de sa cruauté qu'il ne maîtrisait point. Ils s'assirent donc l'un près de l'autre sur le galet, et tous deux, sous la chaleur du soleil calmé par l'air marin, devant le vaste et doux horizon de bleu moiré d'argent, pensaient en même temps, comme il aurait fait bon ici autrefois. Elle n'osait point parler à Pierre, sachant bien qu'il répondrait une dureté. Et il n'osait pas parler à sa mère, sachant aussi que malgré lui, il le ferait avec violence. Du bout de sa canne, il tourmentait les galérons, les remuait et les battait. Elle, les yeux vagues, avait pris entre ses doigts 3 ou 4 petites cailloux qu'il faisait passer d'une main dans l'autre. D'un geste long et machinal, puis son regard indécis qui errait devant elle, aperçut au milieu,
aperçut au milieu des varechs son fils Jean qui pêchait avec Madame Rosémilie. Alors elle les suivit, épiant leurs mouvements, comprenant confusément avec son instinct de mère qu'ils ne causaient point comme tous les jours. Elle les vit se pencher côte à côte quand ils se regardaient dans l'eau, demeurer debout face à face quand il interrogeait leur cœur, puis grimper et s'asseoir sur le rocher pour s'engager l'un envers l'autre. Leur silhouette se détachait bien nette, semblait seule au milieu de l'horizon, prenait dans ce large espace de ciel, de mer, de falaise, quelque chose de grand et de symbolique. Pierre aussi les regardait, et un rire sec sortit brusquement de ses lèvres. Sans se tourner vers lui, Madame Roland lui dit « Qu'est-ce que tu as donc ?» Il ricanait toujours. « Je m'instruis, j'apprends comment on se prépare à être cocu. » Elle eut un sursaut de colère, de révolte, choquée du mot, exaspérée de ce qu'elle croyait comprendre. « Pour qui dis-tu ça ?»« Pour Jean, parbleu. C'est très comique de les voir ainsi. » Elle murmura d'une voix basse, tremblante d'émotion. « Oh, Pierre, que tu es cruel, cette femme, et la droiture même. Ton frère ne pourrait trouver mieux. » Il se mit à rire tout à fait, d'un rire voulu et saccadé. « Ah, 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 la droiture même. Toutes les femmes sont la droiture même, et tous leurs maris sont cocus. Ah !» Sans répondre, elle se leva, descendit vivement la panse de Galet, et au risque de glisser, de tomber dans les trous cachés, sous les herbes, de se casser la jambe ou le bras, elle s'en alla, courant presque marchant à travers les mares, sans voir, tout droit devant elle, vers son autre fils. En la voyant approcher, Jean lui cria « Eh bien, maman, tu te décides ?» Sans répondre, elle lui saisit le bras comme pour lui dire « Sauve-moi, défends-moi ». Il vit son trouble et très surpris. « Comme tu es pâle, qu'est-ce que tu as ?» Elle balbutia. « J'ai failli tomber, j'ai eu peur sur ces rochers. » Alors Jean la guida, la soutint, lui expliquant la pêche pour qu'elle y prît intérêt. Mais comme il ne le coûtait guère, et comme il éprouvait un besoin violent de se confier à quelqu'un, il l'entraîna plus loin et à voix basse. « Devine ce que j'ai fait. »« Mais je ne sais pas. »« Devine. »« Je ne sais pas. » Eh bien, j'ai dit à Madame Rosémilie que je désirais l'épouser. Elle ne répondit rien, ayant la tête bourdonnante, l'esprit en tendresse. Elle ne répondit rien, ayant la tête bourdonnante, l'esprit en détresse, au point de ne plus comprendre qu'à peine. Elle répéta « L'épouser ? Oui, ai-je bien fait ? Elle est charmante, n'est-ce pas ? Oui, charmante, tu as bien fait. Alors, tu m'approuves ? Oui, je t'approuve. Comme tu dis ça drôlement. On croirait que tu n'es pas contente. Mais oui, je suis contente. Bien vrai, bien vrai. Et pour le lui prouver, elle le saisit à plein bras et l'embrassa à plein visage par grands baisers de mère. Puis, quand elle se fut essuyé les yeux, où des larmes étaient venues, elle aperçut là-bas sur la plage un corps étendu sur le ventre, comme un cadavre, la figure dans le galet. C'était l'autre, Pierre, qui songeait, désespéré. Alors, elle emmena son petit Jean plus loin encore, tout près du flot, et ils parlèrent longtemps de ce mariage où se rattachait son cœur. La mer montant les chassa vers les pêcheurs qu'ils rejoignirent. Puis, tout le monde regagna la côte. On réveilla Pierre, qui feignait de dormir, et le dîner fut très long, arrosé de beaucoup de vin.